sais pas si vous m'entendez bien au fond. Can you hear me well at the back? Yes, super, parfait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Myriam, donc je serai votre guide à bord durant cette croisière. On part pour 1 heure de croisière guidée, je vais parler en français et en anglais. Nous allons voguer jusqu'à la passerelle des arts, donc au niveau du musée du Louvre, avant de revenir et d'aller de l'autre côté de l'île aussi, que vous voyez derrière nous. Voilà. Je suis là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous souhaite déjà une très belle croisière. So welcome on board. My name is Lydia. I will be your guide during this cruise. It's an hour cruise and we speak in French and in English. So if you have any questions, don't hesitate. We do wish you a pleasant cruise. Donc, comme vous pouvez le voir autour de nous, nous ne commençons pas cette croisière dans le vieux Paris. C'est pas le Paris médiéval, hein. C'est pas le Paris des rois de France, c'est 17e, 18e siècle. Non, c'est un Paris bien plus récent, puisque tout ce quartier s'est développé essentiellement au 19e et 20e siècle, et par exemple à l'occasion des expositions universelles. On organise des expositions à Paris dès 1855, et parfois même 2 fois par décennie dans les années qui suivront. Les grands monuments que vous voyez autour de nous, comme la Tour Eiffel, ou de l'autre côté, à gauche, le palais de Chaillot, sur la colline du Trocadéro, ont été construits pour ces grandes expositions, une manière justement d'impressionner le monde entier. So, as you can see around us, we are not starting our cruise in the old Paris. It's not the medieval Paris, nor the Paris of the French kings, 17th, 18th century. It's a much more recent Paris from the 19th and 20th century, because all this area until Concord Square was essentially developed during the 19th and 20th century, and also thanks to the world fairs. We organized world fairs in Paris since 1855, the occasion to show the power and modernity of France to the whole world. And the great monuments that you will see around us, like the Eiffel Tower, or on the other side, the Chaillot Palace, that you saw just behind us. Well, all these great buildings were built for major goals. Very good. Yeah. Vous pouvez voir le palais de Tokyo. Le palais de Tokyo, c'est le petit frère du palais de Chaillot qu'on vient de voir à gauche. Les deux ont été construits pour la même grande exposition des arts et techniques de 1937. C'est pas n'importe quelle date, hein. Il faut imaginer qu'on est quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est très tendu. L'Allemagne nazie va construire un pavillon à côté du palais de Chaillot. L'URSS aussi, hein. Et dans le palais de Tokyo, on va montrer les nouvelles œuvres d'art. Par exemple, c'est là que Pablo Picasso, le peintre espagnol, va exposer pour la première fois son chef-d'œuvre Guernica, qui parle d'un autre événement de l'époque, la guerre civile espagnole. Le but, c'est d'en montrer la violence. Aujourd'hui, Guernica n'est plus à Paris, il est à Madrid. Mais si vous aimez l'art du XXe siècle, vous pouvez toujours vous rendre au Palais de Tokyo, puisqu'aujourd'hui, il y a le musée d'art moderne sur la droite, qui est gratuit, donc n'hésitez pas. Et à gauche, il y a un espace dédié à l'art contemporain. On your left, you can see the Tokyo Palace. It's the small brother to the Chaillot Palace that we saw just earlier. Both were built for the major International Fair of Arts and Technique in 1930. No problem. This is the Tokyo Art Palace. Sorry. Je t'attends. C'est trop beau là.
En fait, aucun rapport avec l'insecte. C'est tout simplement parce qu'ils ont été créés dans le quartier de la Bouche, à Lyon, pour une grande exposition universelle, celle de Lyon. Et à gauche, un autre grand musée. C'est d'ailleurs le plus grand musée du monde, à égalité avec l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. C'est le musée du Louvre. On your left, you can see a very large museum. It's indeed the largest museum in the world. Equality with the Hermitage in St. Petersburg. It's the Louvre Museum. Comment se fait-il que le Louvre soit si grand? Eh bien, à l'origine, ce n'était pas un musée, c'était le palais des rois de France. Les rois de France s'installent ici au XIVe siècle. C'est encore le Moyen-Âge, le XIVe siècle. Donc, il n'y a aucun des monuments qu'on voit aujourd'hui, aucun des bâtiments actuels. À la place se dresse ici une forteresse médiévale, construite au XIIe siècle sous le roi Philippe Auguste pour protéger la ville des Anglais. On a peur des Anglais, il y a des Anglais au nord de la France. Donc, le donjon du Louvre doit protéger la ville avec des murs. La ville, elle est entourée d'enceintes. Si vous allez sous le Louvre, vous pourrez toujours voir la base des fondations de cette forteresse. C'est assez impressionnant. Mais à la Renaissance, au XVIe siècle, on n'a plus peur des Anglais. Ils sont de retour en Angleterre, donc on peut détruire la forteresse. Et c'est là que le roi François Ier a commencé à construire le Louvre actuel. Mais on n'aura pas terminé le Louvre sous François Ier. Et pendant plus de 400 ans, de nombreux rois et empereurs vont continuer d'agrandir le palais du Louvre. C'est pour ça que si vous regardez les façades, elles sont différentes les unes des autres, ce qui vous montre la construction progressive du Louvre. So the Louvre is very large because originally it was not a museum, it was the palace of the French kings. French kings settled there in the 14th century. At the time, there were none of the buildings that you can see today. Instead, there was a fortress, a dungeon that protected the city against the English. Any English on board? No? You would be welcome today, you can just say hi. Back in the Middle Ages, we're not very good friends. But in the 16th century, the English were back on their island and we could just destroy the dungeon. Instead, we built a palace from the 16th century onwards because it took more than 400 years in order to build the Louvre as it is today, because every king and emperor wanted to add something new. This is why the facades are different, one from another. But if you go under the Louvre, you will see the foundation walls of the fortress. So if you're interested in medieval architecture, it's quite interesting and it's really impressive as well. Et à droite, vous pouvez voir un très beau monument avec un dôme, un toit circulaire. C'est l'Institut de France qui accueille en son cœur l'Académie française. Alors l'Académie française, c'est une vieille institution. Elle a été créée par le roi Louis XIII, ou plutôt sous le roi Louis XIII, par son principal ministre Richelieu. Richelieu a un problème. Un Français du Nord, dans la première moitié du XVIIe siècle, ne comprend pas toujours un Français du Sud. Et non, ni un Français de l'Est ou de l'Ouest, puisqu'on parle souvent différents dialectes. C'est pas pratique pour développer le commerce. C'est pour ça qu'on va créer l'Académie française. Son but, c'est d'établir des règles pour unifier la langue française autour du dialecte du bassin parisien. So we're going back towards the Eiffel Tower, but we will go farther away on the other side. On your right, a bit behind us, you can see a beautiful building from the 17th century.
second half of the 17th century, it's a home to the French Academy. The French Academy is an old institution from the time of Richelieu, the Prime Minister of the King Louis XIII, also the bad character in The Three Musketeers by Alexandre Dumas. Well, this man was just a very clever man. This is why he is such a good evil character. And he had a problem in the first half of the 17th century. Because a Frenchman from the north would not understand a Frenchman from the south, the east or the west. They all spoke different dialects, different French languages in a way. And so they created different academy in order to establish rules so that French people could understand each other and trade could develop through the country. And it's still a regulating place today because that's where the academicians decide the words that are going to or not to enter into the next dictionary. Et à gauche, de l'autre côté du pont, vous allez voir le petit bâtiment des bords de Seine. Il est tout petit, c'est vraiment deux fenêtres l'une sur l'autre, à côté du grand bâtiment en briques rouges avec des échafaudeurs. Look on your left, you will see the tiniest building on the banks of the Seine. It's this small building with two windows, one above the other, next to the large brick building with scaffoldings. It's a tiny, tiny building, but a great philosopher of the 18th century lived in it, the Swiss Jean-Jacques Rousseau. Any people from Switzerland? No. Donc, dans ce tout petit bâtiment a toutefois vécu un grand philosophe des Lumières, le Genevois Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'on a des Suisses à bord? Non. Ils ne sont pas trop d'accord. Pour eux, Genève, c'est pas un peu la Suisse. Et à gauche, vous pouvez voir un très bel hôtel particulier avec un dôme vert, un toit vert. C'est l'hôtel de la Légion d'honneur. À l'origine, on l'appelait l'hôtel de Salve. Jefferson, un président des États-Unis, aimait beaucoup cette demeure. Il a demandé à ce que ce soit le modèle de la maison des présidents. On your left, you can see a beautiful house with a green dome. It's the model for the White House in Washington. Because Thomas Jefferson, who became president of the United States, used to be ambassador of the USA in France. In the hotel, this beautiful house. So he asked that it should be the model for the White House. And you can see his statue of Thomas Jefferson, on the other side of the bridge. Any people from the USA? No? Yeah, welcome. Many references to the USA on the banks of the Seine, and it's not the end of it. À droite, le musée de l'Orangerie. C'est vraiment une orangerie, hein, un bâtiment consacré aux orangers de Napoléon.